if you're just a fucking lunatic? L'épisode 5 nous transperce de révélations et met en place la fin de la saison et le futur de la série, nous laissant sur un cliffhanger saignant. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. On s'y attendait, mais ça reste un moment douloureux. La goule a trahi Lucy, l'utilisant comme monnaie d'échange dans sa quête pour retrouver sa famille. Et la Purnell semble dévastée tandis que le rôle de son personnage, dans le plan de la goule, se dévoile, retenant difficilement ses larmes lorsqu'elle murmure « On commençait vraiment à bien s'entendre ». C'est le moment le plus poignant de cet épisode, d'une intensité émotionnelle rare. Et il justifie pleinement son coup de poing surpuissant qui envoie la goule valser par une fenêtre. Cette scène capture à merveille l'essence même de Fallout, dramatique, sanglante et absurde. Mais la réaction la plus révélatrice dans cet échange, c'est peut-être la voix rauque et crispée de la goule, qui semble sincèrement blessée par son propre choix. Lucy lui faisait du bien. Plus qu'une fille adoptive, elle était un remède progressif à son manque d'humanité. Elle est la seule drogue dont la goule ne peut se passer brutalement. Mais son refus de l'admettre l'a conduit à se faire empaler sur un lampadaire, laissé pour mort et sans aucun compagnon pour l'aider à retrouver sa famille. La séparation de Lucy et de la goule fait basculer la série dans une toute nouvelle ère. Si cette trahison, à l'instar de la guerre civile au sein de la confrérie de l'acier la semaine dernière, qui avait également bouleversé la donne, était prévisible, elle a bénéficié d'une montée en puissance progressive et maîtrisée, prenant son temps lentement tout au long de la première moitié de la saison. L'explosion survient au moment opportun, offrant 3 épisodes entiers pour explorer les nouvelles situations des personnages et mettre en place non seulement un final, espérons-le satisfaisant, mais aussi des pistes intrigantes pour l'avenir de la série. Tout aussi marquante que l'intrigue, la réalisation visuelle de cet épisode est remarquable. La réalisatrice Liz Friedlander et le scénariste Owen Ellickson réutilisent ici le même procédé que dans le 3e épisode de la saison. Superposer le passé et le présent de la goule, alternant flashbacks et événements actuels pour créer des parallèles. Le procédé retranscrit parfaitement son angoisse face à l'effondrement de son monde. Dans le présent, il trahit son unique compagnon et son plan est aussitôt réduit à néant. Dans le passé, il découvre qu'il pourrait être la clé de voûte de l'apocalypse. Une fois de plus, la musique de Ramin Djawadi sublime la mélancolie de ce moment, mais le véritable point fort est sans conteste la performance de Cooper Howard, chevauchant une bombe tournante incontrôlable. Si la fin du monde est inévitable, une partie de lui s'y est déjà résignée. Avec le temps, il apprendra à ne plus s'inquiéter et à apprécier le chaos. Bien sûr, la révélation de Cooper, qui découvre qu'il est peut-être au cœur de l'apocalypse, n'était pas la seule surprise de la semaine, mais c'était de loin la plus marquante. La révélation de l'identité du véritable Monsieur House était, bien entendu, inévitable. On savait que Justin Theroux avait été choisi pour incarner le magnat de l'industrie des mois avant même le début de la saison. Et ce n'était qu'une question de temps avant que l'on découvre que Rafi Silver était une doublure. Toutefois, même si la révélation en elle-même manque d'impact, voir la doublure s'approcher d'un Cooper ignorant de tout et lui dire « Monsieur House aimerait vous voir » est indéniablement génial. J'aurais adoré partager la surprise de Cooper et voir cette scène se dérouler comme elle était manifestement prévue. Robert House a été le grain de sable de cette saison, et pas seulement à cause de son changement d'acteur. Personnage majeur de Fallout New Vegas, il est déjà bien connu des joueurs, et la menace de cette saison, selon laquelle House aurait le doigt sur le bouton nucléaire, sonnait creux. Les fans savent qu'il n'est pas impliqué dans la guerre. La révélation que House n'a aucunement l'intention d'aider Voltec à bombarder l'Amérique a donc déçu une bonne partie du public. L'idée de lier les prédictions de destruction de House à Cooper était par conséquent judicieuse. Voilà la véritable révélation. Je ne pense pas que vous soyez un cow-boy, non, je pense que vous êtes un tueur, hurle House. Une réplique percutante qui fait le lien entre passé et présent. La goule, bien sûr, porte un costume de cow-boy et a la gâchette facile. Les flashbacks de cette saison ont tous mis en avant Cooper au cœur de l'histoire de la série, mais je ne m'attendais pas à le voir au centre même de la tourmente. J'ai quelques réserves à ce sujet. Je ne pense pas que ce soit judicieux de réécrire toute l'histoire de Fallout et de la confier à un acteur hollywoodien. Mais pour l'instant, cette exploration de l'inconnu semble porter ses fruits.
En parlant d'explorer l'inconnu, j'apprécie que les flashbacks nous transportent dans une version de Las Vegas inédite. La direction artistique reste irréprochable et voir les casinos scintillants du strip avant qu'ils ne soient ravagés par 200 ans d'hiver nucléaire est un vrai régal pour les fans. De même, c'est formidable de voir Freeside, l'un des lieux les plus emblématiques de New Vegas, prendre vie à l'écran. On y retrouve même le style de Bethesda avec ses multiples entrées permettant aux personnages sournois de s'introduire par la porte de derrière et de dérober des objets hors de prix. L'aventure de Lucy chez Sony Sunrise est un autre exemple de la manière dont la série s'amuse à recréer l'expérience du jeu vidéo de façon narrativement pertinente. Toutefois, l'important dans ce mini-braquage n'est pas son lien avec les jeux, mais le fait que son dénouement sanglant oblige Lucy à s'interroger sur son propre changement. La Goule l'a indéniablement influencé et il est judicieux de la faire réfléchir à cela avant sa trahison. En l'absence de Maximus, cet épisode se concentre presque entièrement sur Lucy et la Goule, ce qui en fait l'épisode le plus abouti de la saison jusqu'à présent. Seule Norm, dont l'apparition est plus conséquente que la semaine dernière, fait figure d'exception. Norm a subi le même sort que les autres habitants de l'abri cette saison, se sentant considérablement délaissé. La découverte majeure de cette semaine est donc une véritable bouffée d'oxygène pour l'intrigue. Une visite au bureau californien de Voltec révèle que le projet de Bud est en réalité le virus d'évolution forcée. Un projet de manipulation génétique bien connu des fans de la licence. C'est un avant-goût prometteur de ce qui nous attend dans le dernier acte de la saison. Mais surtout, on découvre que le VEF est une expérience menée dans l'abri non pas par Bud Haskins, mais par Barbara Howard. Ainsi, tout comme la saison dernière, l'intrigue apparemment décousue de Norm trouve sa place au sein d'un ensemble plus vaste. Cela relie l'histoire de Norm à celle de Barbara, elle-même liée à Cooper, qui est liée à Lucy, House et Hank. Ces liens nouvellement tissés contribuent à donner à la saison une cohérence plus grande, et même si nous ignorons encore le dénouement, on perçoit comment les différents éléments s'agencent pour que chacun contribue à l'autre. Cela me rend un peu plus confiant quant à l'utilité de ce qui se trame dans les abris 32 et 33. Mais alors qu'il reste moins de la moitié de la saison, le temps presse. Presque aussitôt après sa rencontre avec Cooper, House révèle qu'il sait que ce dernier est venu pour le tuer. C'est une excellente façon de montrer que House a toujours une longueur d'avance sur ses ennemis. C'est un méchant rusé, ce qui fait de lui le méchant le plus redoutable et ne se laisse pas berner si facilement. Mais comment House savait-il que Cooper avait été envoyé pour le tuer? House n'explique pas précisément comment il a su que Cooper était venu à Las Vegas pour le tuer, mais il explique qu'il utilise des calculs sophistiqués pour déterminer l'avenir. Grâce à la magie des mathématiques, il peut déterminer avec un certain degré de certitude ce qui va se passer, et il semble que la mission de Cooper, son assassinat, soit apparue dans l'une de ses prédictions. Pendant leur conversation, House révèle qu'il était aux côtés de Cooper sur le front alaskien, pour ainsi dire. Il a vendu une licence logicielle à l'armée lui permettant de voir à travers les armures des soldats. C'est donc à travers l'armure de Cooper qu'il voyait lors de la scène d'ouverture de la semaine dernière. House avoue avoir vu le démon des neiges et pense qu'il est lié à l'avenir de cette grande nation et à la femme de Howard. Tout en exhumant ses gadgets, House annonce à Cooper qu'il a récemment acquis la technologie de la fusion froide et qu'il compte l'utiliser pour atteindre l'immortalité. Il prévoit de transférer sa conscience hors d'un corps vivant et dans un corps robotique afin de se protéger de la guerre nucléaire imminente. C'est le principal enseignement de ce discours grandiloquent. House savait que les armes nucléaires allaient exploser. L'interprétation de Theroux est très imprégnée de l'esprit de Walt Disney, ce qui explique l'obsession de House pour les technologies de pointe visant à prolonger sa vie. Disney est d'ailleurs connu pour s'être cryogénisé afin de tromper la mort. House annonce à Cooper que la fin du monde est imminente. Il a même utilisé un algorithme de probabilité pour prédire la date de l'apocalypse, l'anniversaire de la fille de Cooper. Lors de leur mystérieuse rencontre, House avertit Cooper que Voltec regorge de bureaucrates sans scrupules et qu'on ne peut leur faire confiance. Cooper reste sceptique. Pour lui, House n'est pas digne de confiance. La plupart du temps, ses avertissements ressemblent plutôt à des calomnies proférées par House à l'encontre de sa femme, et il n'a d'autres preuves que ses propres calculs. Après les horreurs qu'il a vécues pendant la guerre sino-américaine et ses relations douteuses avec Voltec, Cooper se méfie de tout le monde. De plus, il est étrange que la fin du monde soit censée survenir le jour de l'anniversaire de sa fille. Toute cette histoire est louche, mais si Cooper avait écouté les prémonitions de House, l'histoire de Fallout aurait pris une toute autre tournure. Les fans de la licence connaissent sans doute le VEF et ils reconnaîtront certainement les créatures qu'il a engendrées. Des super mutants aux griffes morts, le VEF est un puissant produit chimique qui transforme ses sujets en monstres terrifiants.
Il est omniprésent dans les jeux. Plusieurs versions de ce produit chimique apparaissent dans différents opus et des effets de l'injection et de l'infection varient selon le sujet, la dose et le mode d'utilisation. En résumé, le VEF est une drogue qui transforme presque instantanément le sujet en un être supposément parfait, souvent extrêmement dangereux et toujours répugnant. Dans les jeux, le VEF est un produit fabriqué par Westech, mais sa facilité de reproduction a permis à de nombreuses autres entités et entreprises de produire leur propre version. Dans la série, il semble que les entreprises les plus riches et les plus influentes des États-Unis aient pu collaborer et échanger des projets top secrets relativement librement. Après la guerre, il a été confirmé que de nombreux abris ont été attribués à différents groupes et ou individus et que plusieurs se sont vus confier des objectifs spécifiques, souvent dissimulés. Si Barb semblait réticente face à l'ampleur des morts et des destructions qu'elle avait causées, elle paraissait également disposée et parfois ravie quant à d'autres aspects de son travail chez Voltec. Le rôle de Barb chez Voltec l'impliquait clairement dans la gestion de programmes dangereux et expérimentaux. Il est donc possible qu'elle ait été chargée d'attribuer certains abris à l'utilisation du VEF sur leurs survivants. Toutefois, le véritable objectif de cette mission, au-delà de la richesse et du pouvoir, reste obscur. L'intrigue se complexifie et la saison 2 a franchi un cap important avec l'introduction de certaines des créatures les plus terrifiantes des Terres Désolées, des rats scorpions aux griffes morts. Pourtant, il reste encore beaucoup à découvrir. Du mystère concernant la disparition de la famille de Cooper Howard à la question de savoir si Robert House a survécu à l'apocalypse, la saison 2 et les suivantes réservent bien des surprises. L'apparition du VEF signifie qu'une nouvelle menace de taille se profile, qui constituera sans aucun doute un obstacle majeur pour Lucy et Norm dans leur quête de réponse. Hank McClane semble se concentrer davantage sur une autre expérience avec ses puces de contrôle mental, mais la présence de griffes morts gardant le bâtiment Voltec de New Vegas laisse supposer un lien, même ténu. Par ailleurs, une autre menace pourrait exister en plus de House et Hank. Quoi qu'il en soit, l'arrivée du VEF dans la saison 2 annonce un désastre pour nos héros. À la fin de l'épisode, la Ghoul révèle qu'il n'a amené Lucy que pour négocier avec Hank. Furieuse et se sentant trahie, Lucy utilise son gantelet énergétique volé pour projeter la Ghoul par la fenêtre, où il est aussitôt empalé. La plupart des gens ne survivraient pas à une telle blessure, mais la Ghoul n'est pas comme tout le monde. La moralité inébranlable de Lucy a été mise à rude épreuve sur la route de New Vegas. Sa bonté lui a causé bien plus de problèmes qu'elle n'en méritait, et, de surcroît, elle est devenue dépendante à des drogues qui ont levé ses inhibitions. Lucy ressemble de plus en plus au Ghoul, mais malgré cette perte d'inhibition et de scrupules, je ne pense pas qu'elle soit une meurtrière à part entière. Ce n'était pas la façon dont la série se débarrasserait de la Ghoul, c'était plutôt la manière dont la série nous montrait à quel point Lucy se sentait trahie. Après s'être entraidée avec la Ghoul sur la route de New Vegas, elle pensait qu'ils devenaient amis, mais elle n'était en réalité qu'un atout utile. L'épisode laisse planer le doute, mais il est évident que la Ghoul s'en sortira. Il aura peut-être un peu mal au ventre après avoir été transpercé. Mais ça ira. L'un des super pouvoirs post-apocalyptiques de la Ghoul est sa capacité à se régénérer. Le trou dans son torse sera comme neuf pour l'épisode de la semaine prochaine. Les séries télévisées exploitent parfois leur format épisodique pour terminer un épisode sur ce qui semble être la mort d'un personnage, afin de maintenir le suspense jusqu'à la semaine suivante. Et oui, il ne reste que 3 épisodes avant la fin de la saison 2. C'est passé tellement vite, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu tout ce qu'on devait avoir comparé à la saison 1. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous, bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.